justice un peu plus confiante, démarche pacifique, organisée dans le respect justement des droits de l'homme, la police taxée des professionnels, la démocratie congolaise était la marche, la question est sur la table et c'est Passim Bayo qui tentera d'y répondre avec nous avec quelques questions connexes d'actualité. Et puis, dossier du soir, l'autre deuxième ou le second, c'est l'examen qui a commencé du projet de loi des finances, l'exercice 2022. Le peuple est-il réellement au centre de la gestion de la chose publique? Autrement, le peuple d'abord est-il réellement en pole position? Un autre invité tentera de répondre à cette question avec nous, Claudel Chikamba, analyste politique et juriste également. L'actualité chez nous, elle est prioritaire. Christopher Rochokoum nous donne ou trace ici l'ossature de la grande édition vespérale qu'il va lui-même présenter. Christopher, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir mesdames et messieurs. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Est-il possible qu'Augustin Matata Pognon soit de nouveau poursuivi, bien entendu, par une autre juridiction après la conclusion de la Cour constitutionnelle? Oui pour les uns, non pour les autres. Vous suivrez un dossier à ce sujet dans ce journal. 960 des 7000 candidats reçus au départ pour les concours du plan d'affaires à Kinshasa bénéficieront du projet d'appui de développement des micro, petites et moyennes entreprises. L'annonce a été faite à Kinshasa ce mercredi. 17 novembre 2020, 17 novembre 2021, un an jour pour jour, disparaissait Joseph Boukar Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Une messe a été dite en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame de Fatima à Gombe. Voilà quelques titres qui seront développés à 19h. Entre-temps, je vous laisse entre les précieuses mains de Fabien Lumbala pour la suite de Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Merci Christopher. Le rendez-vous avec vous est pris dans moins d'une heure sur nos antennes. Le tout premier dossier de ce soir avec Passim Bayo que nous allons recevoir tout à l'heure. Quand on lance un projet comme celui-là, financé sur des ressources intérieures, le fruit de la bonne gouvernance. Mais ce type de projet, c'est comme une course à relais. On ne fait pas une industrie agricole en une année, en 2 ans, 3 ans. Ça s'étale sur plusieurs années. Et je crois que quand nous étions là, ce projet a suivi un cursus normal. Et lorsque nous sommes partis, ce projet s'est arrêté.
Je reçois Passim Bayo comme annoncé. Bonsoir, Monsieur Bayo. Bonsoir, Fabien. Vous êtes le président de COPAP, UDPS, et vous êtes juriste, c'est ça votre formation initiale, avant d'être politique. Nous parlons de cette actualité sans pour autant zapper d'autres sujets connexes. La justice redonnant un peu plus d'espoir, surtout avec la décision prise par les hauts magistrats. Je parle de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, dont l'affaire Matata Ponyo, autrement dans le dossier Bukanga Lonzo, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et puis des marches pacifiques qui sont déroulées sans accroc. La police, un véritable service au service du peuple, cette tautologie est permise. Et puis voilà, des marchands ou des manifestants un peu plus républicains, loin des injures, loin des casses, loin de ce que certains appellent barbarie humaine. La démocratie congolaise encore en maturation, ou c'est juste circonstanciel? Bien, je ne sais pas, j'aborde la question par laquelle, puisque tu m'as présenté tout un paquet. Mais je voudrais commencer par la question de la Cour constitutionnelle, en disant tout de suite que c'est un plaisir. Un plaisir. Tshisekedi n'est plus dictateur. La justice congolaise n'est plus instrumentalisée. Puisque j'ai suivi Nyabirungu Mwenesonga tweeter en ces termes que la Cour constitutionnelle n'est plus ou approuver à la face du monde qu'elle n'est pas une cour d'opinion, mais plutôt une cour de justice. Matata Ponyo lui-même, il a tweeté un message de remerciement rocambolesque à l'égard de la Cour constitutionnelle. Et nous prenons acte, effectivement, que ça n'a pas été simplement le cas avec Matata Ponyo, avec Jean-Marc Kaboun dans son temps, puisqu'il devait annuler la décision l'ayant déchu en son temps. En même temps, la question de Mambunda avait été au Conseil d'État. À cette époque-là, déjà, nous crions à l'état de droit. Ça, je vous répète leurs commentaires ou leurs impressions. Mais je voudrais un peu entrer dans cette espèce de polémique juridique ou polémique à la juridique. Mais je voudrais y répondre de manière, je suis tenté de dire amphibologique. De cette manière que voici. Il y a prenons l'hypothèse où la Cour constitutionnelle ayant décrété sa surséance, disons ayant décrété son incompétence au profit du Conseil, au profit de la Cour de cassation. La question que l'on se pose... C'est que la Cour constitutionnelle n'a pas dit. Voilà. Vous êtes dans une hypothèse. J'ai dit que je réponds de manière amphibologique. J'ai dit, prenons ce contexte-là. Eh bien, en vertu de l'article 168 de la Constitution, la Cour de cassation recevrait la décision de la Cour constitutionnelle et l'appliquerait comme loi et connaîtrait de l'affaire de Bukanga Lonzo. Pourquoi? Puisque dans notre droit, les décisions rendues par la Cour constitutionnelle en vertu de l'article précité ont casquette légistique. Mais je prends l'autre bout de manche. La Cour constitutionnelle ayant décrété son incompétence. Et cette Cour n'a pas expressis verbis acheminé l'affaire devant le juge de la cassation. Est-ce que Matata Ponyo peut-il comparaître de nouveau? Je dis oui. Pourquoi? Puisque notre pays ne peut pas consacrer un déni de justice légale. Ça serait une autre manière d'écrire l'impunité, même si j'ai suivi le confrère Onyemba dire qu'il faut qu'une juridiction tombe du ciel. Il faudra que Dieu descende, même si quand on cite Dieu dans des affaires où Bukanga Lonzo est la seule ferme agro-industrielle, la première au monde qui est née avec 350 millions de dollars au moins, Revenons quand même. alors que dans l'histoire du monde, on ne connaît qu'une histoire qui aurait démarré avec 40 millions. Revenons et donc dans ce cas, s'il vous plaît, ouais. Revenons quand même à ce que vous avez dit tout à l'heure. D'abord, Akaj a tweeté et demandant justement qu'il y ait poursuite, mais cette fois-ci au niveau du Conseil d'État, à ce que je sache, à moins que je me sois trompé, mais la réplique n'a pas tardé
du côté du Conseil de Matata Pogno et consorts, à ce niveau-là, on veut bien être éclairé. Est-ce que la Cour, en se déclarant incompétente de juger Matata Pogno, alors qu'il n'est plus Premier ministre, est-ce qu'elle n'a pas verrouillé la haute cour, elle n'a pas verrouillé justement les autres procédures devant d'autres juridictions? On réfléchit, pas du tout, on réfléchit en intellectuel et non pas justement en militant politique. Tout à fait, mais puisque vous voulez que l'on réfléchisse en intellectuel, tout à l'heure, je vous ai vu vous exclamer en disant que la Cour n'a pas précisé où elle acheminerait l'affaire. Donc si nous voulons suivre la même logique de la réflexion intellectuelle, prenant en compte ce raisonnement, eh bien, nous disons tout de suite que, encore une fois, il n'est pas dit le contraire, qu'aucune juridiction ne peut connaître de cette affaire. J'ai dit qu'on ne peut pas consacrer dans un pays un déni de justice légale, ça n'existe pas. Lorsque vous lisez l'article 73 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, vous y trouverez droit fondé à pouvoir traiter de la question de Bukangalozo. Je sais que le Conseil d'État est une juridiction, haute juridiction administrative. Eh bien, s'il est des questions administratives qui en seraient dénichées, elle pourrait être compétente. Mais quant à dire qu'il faut attendre une juridiction qui tomberait du ciel pour juger Matata Pogno, eh bien, c'est foutre le doigt dans l'œil. Le déni de justice légale n'existe pas. Et surtout que quand on est parti à des conventions internationales, comme c'est le cas, on ne peut pas être dans un pays où l'on consacre une certaine impunité légale. Ça n'existe pas. Voilà, et donc je dis à ceux qui sont épris de justice que la seule manière de faire plaisir à notre compatriote Matata Pogno, avant de monter la passerelle de son avion à Conakry, il avait dit « Je vais affronter la justice de mon pays et je n'ai pas peur ». Voici l'occasion qui lui est offerte de pouvoir prouver à la face du monde que cette ferme qui a commencé avec 350 millions de dollars n'a pas été un champ de la kleptocratie. Voilà. Et au-delà de la justice, on voit quand même que la rue parle sans beaucoup de soucis, sans beaucoup d'inquiétude. Après le 13, le 6 a été postposé pour le 13 et le 13 n'a pas donné de soucis. Il y a eu quand même démonstration de la force, comme pour dire la rue n'est pas l'apanage de l'UDPC allié. Autre volet, bien. La police s'est très bien comportée, comme la majorité des manifestants, au-delà de quelques petites choses déplorées, petits incidents. Peut-on dire que la démocratie a atteint le degré le plus élevé de la maturation en Afrique centrale, la démocratie congolaise? Bien, mais je n'ai cessé de les répéter. Je dis que la démocratie en sciences constitutionnelles signifie autrement la dictature de la loi. Et donc, les marches ont été autorisées. J'appelle ça ce genre de marche symbiosée qui mélange la Mouka El Fayoulou Mouzito et nos amis de FCC, entre guillemets, El Kingakati, qui ont eu à marcher, même si pour certains c'était une marche comme organisée par des colons fatigués. Mais c'est leur droit, colons fatigués ou pas, vous avez droit de marcher et de vous exprimer. Ils se sont exprimés. Et là, Tshisekedi n'est plus dictateur. Ici, je voudrais stigmatiser un propos de Ramazani Chadari, qui a traité le chef de l'État de dictateur. Mais moi, je dis, mais Ramazani Chadari ne doit pas oublier qu'il était ministre de l'Intérieur dans ce pays. Pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, les manifestations étaient réprimées en sang. N'est-ce pas un sanguinocrate en ce jour qui se trouve en train de traiter, qu'est-ce que je dis, un président de la République aussi démocrate éviter les mots forts. Le mot fort est celui de Ramazani Chadari qui traite le chef de l'État des dictateurs, alors qu'il a marché, je ne sais pas, de Pont-Gabi vers Tata Raphaël, 100 heures. C'est vrai que nous avons regretté quelques petites dérives des manifestants qui se sont attaqués à certains individus, certains véhicules ont été cassés, mais ce qui est bon, c'est que nous disons bravo Fachi Beton pour cette démocratie qui a été
mise en exercice. D'ailleurs, j'apprends qu'ils auraient programmé une autre marche devant la CENI. Mais moi, j'ai dit que quand on cherche la dépolitisation de la CENI, on ne la cherche pas devant la CENI, il faut aller la chercher au Parlement, puisque c'est le Parlement qui gère le débat de politisation ou dépolitisation. C'est une question légale. C'est un choix qu'ils ont opéré devant la centrale électorale. J'ai peur qu'ils s'exposent au coup de gourdin, puisque le gouverneur de la ville avait déjà pris une mesure pour épargner effectivement le centre-ville de Kinshasa à tous les pépins protestataires et contestataires, comme c'est le cas. Donc si vous voulez vous exprimer, exprimez-vous partout où vous voulez, mais pas où vous ne pouvez pas être. Est-ce qu'il y a des endroits où on ne doit pas s'exprimer? Bien, il y a effectivement des endroits où on ne doit pas s'exprimer, sinon l'ordre public ne doit plus exister. C'est-à-dire qu'il faut savoir bien cibler les lieux où vous devez protester. Je dis bien, vous voulez dépolitiser la CENI, il ne faut pas aller manifester devant la CENI. Il faut aller au Parlement, puisque c'est au Parlement où la question de la politisation, la dépolitisation avait été traitée. C'est une manière de pouvoir désorienter. Il ne faut pas qu'on donne raison à Denis Lesse qui dit que notre ami Mafa cherche toujours des manifestations où il peut s'accrocher à un policier pour faire le buzz. Alors, lorsqu'on parle déjà des sit-ins et d'autres manifestations projetées, je crois pour le 26 ou 27, la rue a parlé le 13. Quel est le langage que vous avez capté, le vrai message que vous avez capté, vous qui êtes au pouvoir? Mais le message, c'est que les nouveaux barons, quel est le langage que vous avez capté? Bien, nous avons capté deux choses. Redoutant que le 26 ou le 27, que ce soit un peu plus musculé. Bien, je dis toujours aux jeunes que j'ai vu en train de se disputer l'argent sur l'avenue Pozo, dans la commune de Kalam, non loin du siège urbain du PPRD, en disant que ces gens-là qui ont pris l'argent de la République hier, ils en ont encore, il faut continuer à en bouffer. Prenez-y, comme disait le Sphinx de Limété, c'est votre argent. Vous étiez mais à propos du langage, mais oui, mais je dis bien, c'est une base que j'ai là-bas. Et puis, pour parler bien du langage des manifestants, les manifestants ont parlé. Vous savez ce que certains ont dit? Vous faites sourd d'oreille? Non, on ne fait pas sourd. Je t'explique. Parce que quand on manifeste, on exprime le pourquoi et le comment de la manifestation. Protestants et catholiques ne vont pas envoyer leurs observateurs à cette centrale électorale pour le processus électoral. C'est pas inquiétant, ça? Il n'y a rien d'inquiétant, puisqu'il y a une élection où les observateurs internationaux n'ont pas été là dans ce pays. Donc quand on dit statut d'observateur, ce n'est pas un statut actif, c'est un statut passif. Donc on peut constituer une nouvelle panoplie. C'est question de voir effectivement les gens qui seront présents pour observer et attester que ces élections qui ont été organisées ont respecté leur faisabilité. Donc par rapport au message, eux-mêmes ont parlé. Ils ont crié à la dictature pendant qu'il n'y a pas de dictature. Ils ont crié à la violation des droits de l'homme pendant qu'ils ont marché. Nul n'a été à l'ANER, nul n'a été jeté dans une fosse commune, etc., etc. Et donc je comprends par la suite que s'ils ont programmé certaines autres manifestations au motif de l'intensification, c'est puisque le public, le peuple congolais, la nation congolaise s'est finalement rendu compte que leur marche organisée autrefois ressemblait un peu à une espèce de masturbation politique, puisque ça a été mélangé tantôt par la victoire de Léopard, etc., etc. Puisque ici, pour manifester, il faut savoir faire passer un message, il faut savoir faire le buzz. C'est ainsi qu'ils ont pensé refaire la même chose. Je leur dis que vive la démocratie. Nous terminons cette interview ou cet entretien par un autre sujet, c'est donc l'examen du projet de loi des finances à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi. Est-ce que le peuple est au centre des préoccupations des dirigeants actuels? Lorsque vous suivez la part réservée à chaque secteur, nous prenons le cas de l'armée, nous prenons l'éducation nationale. Est-ce que le peuple est au centre? Bien, je dis que le peuple est au centre. Comment? Je m'explique. Et la part réservée aux institutions, pas de souci, pas de souci. Le luxe, le train de vie. Mais j'en viens. En amont, nous devons d'abord féliciter ce gouvernement des Warriors qui, dans l'histoire de notre pays, en 10 mois, a fait le 100% des recettes. Et nous voici avec un budget de 10 milliards de dollars sur fonds internes.
sans compter à des subventions extérieures ou à des emprunts. Voilà ce message de félicitations que j'adresse aux Warriors. Mais à propos du peuple qui doit être au centre de projets de budget. Mais écoute, le budget, quand le gouvernement vient le proposer au Parlement, il n'est pas définitif. On vient l'exposer à la lecture, appréciation critique des autorités budgétaires. L'autorité budgétaire légale dans notre pays, c'est le Parlement. Or, les parlementaires sont élus du peuple. Donc, autrement dit, au second degré, le peuple va se retrouver dans ce travail de lecture, appréciation critique, un peu comme pour rejoindre les propos du président Haï de l'UDPS. Je cite ici le premier vice-président Jean-Marc Aboud, qui parle par exemple de la réduction de certaines valeurs en termes d'allocation, d'accompagnement à l'égard des ministres et des députés nationaux. C'est pas mauvais puisqu'ils ont déjà posé un acte. Toutes les institutions, ils proposent que, voilà, que 30%, que ça soit réduit, justement, les projections qui sont allouées à ces institutions, que ça soit réduit de 30%, ça permettrait de pouvoir résoudre certaines questions de société. Et surtout, renforcer la gratuité de l'enseignement et aussi rendre nos forces armées attrayantes afin que les hommes, les enfants des autorités politico-administratives et que tout le monde puisse envier d'aller rejoindre les rangs de l'armée. Ce n'est pas séduisant le service sous le drapeau. Est-ce qu'il sera entendu? Le train de vie des institutions, on en parle. Parce que sur cette question, il a même invité ses collègues députés de l'Est, quand bien même l'Est de la RDC fait partie intégrante de la RDC, en disant, voici l'occasion qui nous est offerte, venez, nous allons discuter sur la faisabilité, comment nous allons augmenter la cagnotte ou le quota, surtout de l'armée et spécifiquement de la question liée à l'état des sièges. Il faut amener la paix. Vous avez vu, il y a des bataillons de police qui se sont déjà rendus de l'autre côté. C'est bon pour que tout le monde parvienne à mettre la main à la pâte. Mais le gouvernement de ces guerriers, vous l'avez salué, devait donner des signaux forts. Non, il n'y a pas. Avant de rejoindre l'autorité budgétaire, démontrer que le peuple, c'est le peuple qui compte. C'est le peuple d'abord. S'il vous plaît, Fabien. Oui. Voilà pourquoi la science constitutionnelle a consacré le projet du gouvernement en l'appelant projet de budget ou projet de finances de la loi de finances. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas un caractère décisionnel ou décisif sur les budgets. Le droit de couler le budget, d'en faire lecture, appréciation critique, ce sont des prérogatives attributives reconnues au Parlement. Et donc, il s'agit là des parlementaires qui vont récupérer la situation pour joindre l'utile à l'agréable relativement à vos inquiétudes, qui sont aussi mes inquiétudes, oui, que vous présentez au micro. Des inquiétudes sérieuses. Et légitimes, voici le terme juridique. Lorsque il propose, comme M. Kabounda propose, la réduction du train de vie, diviser les émoluments des ministres en deux parties, et même les émoluments de députés, est-ce que c'est faisable ou c'est du populisme? Bien, écoutez, le mot populisme est mal placé dès lors que ceux qui en parlent, on les appelle autorités budgétaires. On ne joue pas au populisme dès lors que vous avez des prérogatives attributives dans votre ventre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je crois qu'il y a eu une question de Nyiragongo ici, ou une question de catastrophes naturelles, où les parlementaires eux-mêmes, de la haute chambre tout comme de la basse, se sont décidés de faire défalquer dans leurs émoluments $500 pour cette question-là. Alors, ça ne poserait pas problème si cette fois-ci... Là, on est au niveau des dons. C'est là que je dis, mais j'ai dit, c'est un exemple que je prends comme tel. Des sacrifices consentis de manière personnelle. Mais tout à fait, c'est-à-dire, au nom du solidarisme républicain, il peut toujours être possible que, pensant à ces $500 qui étaient défalqués pour chaque émolument et acheminés à ceux qui étaient en souffrance de catastrophes naturelles, si l'exercice peut être répété autrement, ça serait une bonne chose. Mais je voudrais signaler un autre élément en disant, la modification, la lecture, appréciation critique revient aux députés. Pourquoi? Puisqu'on a cité gouvernement et députés. S'ils veulent descendre, par exemple, même dans la mandature publique, etc., etc., question de défalquer ce qu'on peut appeler une espèce de caisse, je suis tenté d'appeler ça une caisse
à la rescousse de certains secteurs nécessiteux dans notre pays, ça ne poserait pas problème. Mais la force des choses revient à eux-mêmes députés, puisqu'ils en ont le pouvoir. Nous sommes au niveau justement du projet de loi des finances pour l'exercice 2022. À ce niveau, est-ce qu'on peut parler d'une caisse de secours ou de solidarité quand il s'agit de décider de ce qui doit être alloué à tel ou tel secteur? Bien, écoutez, le terme que j'utilise, ça peut se concevoir comme une recherche de définition. Mais il revient à eux, députés, de savoir est-ce qu'ils vont essayer de combler certains déficits à d'autres secteurs dont le pourcentage avait été présenté comme faible, libre à eux. Est-ce qu'ils vont essayer de créer une espèce de caisse à la nécessité? Écoutez, monsieur, ça dépend d'eux. Nous ne faisons qu'en ce jour une espèce d'analyse qui fonderait effectivement nos élus, qui sont représentants du peuple, puisqu'ici il s'agit du peuple d'abord. Le peuple d'abord ne doit pas simplement se limiter dans d'autres secteurs. Un autre secteur important où le peuple d'abord doit jouer, c'est dans les secteurs parlementaires, puisque c'est le peuple qui les a élus, certains au premier degré, certains autres au second degré. La gratuité de l'enseignement, vous savez ce qui s'est passé, les gouverneurs ont pris chacun, je ne sais pas si on appelle l'arrêté, oui, on parle de l'arrêté, non? Oui, on parle de l'arrêté. Chacun a pris l'arrêté pour décider. Pour la ville de Kinshasa, il s'agit de 300 000 francs congolais, ça représente 150 $ américains. Bien, il faut préciser un élément. Je n'ai pas encore terminé, mais au sein des écoles, on a ajouté des frais relatifs à la motivation des enseignants. On a doublé, ça devient 600 000 francs. 600 000 francs, ça fait combien? Je précise qu'il s'agit... ça fait pratiquement 300 $. Bien. La compte qu'il faut payer, c'est 200 ou 250 $. Et vous avez compris que c'est fait avec diligence dans toutes les écoles publiques, tout comme les écoles conventionnées, catholiques, protestantes, salutistes, kimbanguistes et autres. Bien, la première des choses. Pourquoi on veut asphyxier ceux qui ne gagnent pas assez? On veut les asphyxier de cette manière. Bien, je suis au regret de voir un peu cette espèce de malignité rédhibitoire dans le chef de certaines autorités d'établissement, surtout conventionnés catholiques. Mais j'arrive d'abord à l'élément important, c'est que bravo au banc syndical et bravo au ministre de l'EPST d'avoir trouvé des compromis avec Santo Abouela Lodge dans la logique de trouver un compromis. Ça, c'était l'élément le plus important. Le deuxième élément, on a précisé à l'opinion que la gratuité de l'enseignement concernerait désormais ce que nous avons appelé hier l'école primaire, les 6 ans. Et donc, nos amis qui sont en ce jour en 7e, en 8e, ce que nous avons appelé hier première année et deuxième année, eh bien, seraient exposés à ce que nous avons tenté d'appeler dans l'histoire les FIP. Mais dès lors que, par le compromis, et que légalement parlant, un certain montant avait été retenu, mais par quelle magie l'on jouerait à ces ajouts? Alors, j'invite encore une fois au banc syndical, au ministre, de pouvoir inviter les concernés à une table de négociation pour trouver un atterrissage pacifique. Il faut éviter de faire de la gratuité de l'enseignement ou de l'enseignement, comme je le dis là, l'axe central d'affrontement entre les pro-Félix, les anti-Félix, les confessions de gauche et les confessions de droite. Nous devons voir l'intérêt de nos enfants et essayer, s'il vous plaît, chacun d'entre nous, de mettre l'eau dans son pot de vin. Question d'atterrir en beauté, puisque au finish, aucun problème n'est insoluble. Il ne faut pas qu'on demande trop à l'État pendant qu'ils savent ce que nous avons eu comme budget hier. Même quand nous avons proposé 10 milliards, jusque-là, le Parlement pourra apprécier, mais on ne peut pas payer les agents au-delà de l'enveloppe que possède la République. En plus, il ne faut pas oublier que le budget n'est qu'un ensemble vide, pour lequel les institutions sont appelées à apporter des éléments de remplissage. Donc moi je pense que les gens doivent comprendre le combat dans lequel nous sommes. C'est un combat participatif et collectif.
Chacun d'entre nous doit comprendre où nous allons, qu'est-ce que nous faisons. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a eu ni tricherie, ni tripatouillage. Ils vous ont tout amené. En 10 mois, les Warriors ont fait le 100% des recettes en interne. Et voilà qu'ils vous proposent 10 milliards de dollars. Appréciez, les élus du peuple sont dans l'hémicycle. Appréciez. Vous voulez majorer? Alors, majorez. Vous en discuterez puisque vous avez le pouvoir de lecture, appréciation, critique. D'ailleurs, le président Jean-Marc Abound a même dit ce projet de budget n'appartient plus au gouvernement. Il nous appartient à nous, députés, de lui donner la nature que nous voulons. Donc, l'occasion est offerte aux gens. J'invite simplement les gens à une prise de conscience un peu générale. Les périodes de pépins, surtout quand il s'agissait de l'enseignant, ce n'est pas du nouveau dans l'histoire de notre pays. Je voudrais te rappeler les années scolaires 90-91, où les FIP ont démarré. Je voudrais te rappeler de l'arrivée de l'AFDL, où d'ailleurs, déjà l'année scolaire qui suivait l'entrée de l'AFDL avait posé problème. C'est un problème qui existe dans notre pays. Il revient à chacun d'entre nous de savoir comment venir à la table des négociations dans un seul objectif. Que nous ne puissions pas avoir des enfants qui manquent comment étudier, surtout pour des raisons peut-être certains d'opinion politique, certains autres d'antipodes politiques, etc., etc. Alors, lorsqu'on regarde ces montants doublés, est-ce que l'État est-il faible au Congo? Non, mais l'État n'a jamais... Vous saluez les négociations entre banques syndicales et le gouvernement. Mais ce qui fait la force de l'État, c'est que l'État va rester dans la logique et le gouvernement, des compromis trouvés avec les banques syndicales. Et c'est parmi ces compromis, c'est les frais, le gouvernement ou le gouverneur fixe et on double dans les écoles. Bien, ça sera apprécié au niveau des arrêtés que les gouverneurs prendront. Chaque gouverneur connaît la réalité sociale de sa province. Donc nous attendons à ce que le gouverneur prenne des arrêtés qui sont, comme on dit en droit, praxéologiques, c'est-à-dire tenant compte des réalités du terrain. Puisque la même réalité dans le Haut-Katanga, chez moi, ne peut pas être la même réalité dans le Kwango, et non plus dans la Mongala, etc., etc. Donc à chaque province, sa réalité, surtout quand nous parlons de la contribution au budget national. Toutes les provinces ne contribuent pas de la même manière. Chacune des provinces a une proportion. Donc, tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Question pour nous de mettre les enfants, puisque les enfants au centre de l'intérêt qui est cet enseignement primaire. Est-ce qu'on finit par là? Vous avez félicité les guerriers, tous. Vous parlez des 10 milliards. Et est-ce que le projet de loi des finances étant un ensemble vide, et autrement c'est du vent, des projections qu'on se fait pour l'année ou l'exercice qui va commencer, et au regard de la loi rectificative, est-ce que nous ne sommes pas en train de vendre du vent un peu? Mais on ne vend pas du vent, mais les chiffres parlent de soi. Il ne faut pas oublier que le budget lui-même, quand on le pond pour l'année à venir. On le pond pour l'année à venir. Donc, les Warriors ne pouvaient pas vous présenter des choses utopiques. Ils vous ont présenté des preuves. Et puis, il ne faudra pas que les gens soient amnésiques. C'est pendant 10 mois que nous recevions tous les jours de rapports sur l'augmentation des recettes, etc., etc. Comme qui dirait que nous étions en phase d'austérité budgétaire. Mais pourtant, non. Mais au moins, on a vu que le sérieux, en si peu de temps, a commencé à prendre place. Les régies financières, les entreprises publiques, etc., etc., ont su nous apporter l'essentiel. Et nous sommes sous le régime de Fachi Béton. L'IGF ne pouvait aucunement contredire puisqu'il est là comme l'œil regardant les fonds publics. Et donc, il ne pouvait jamais contredire. Je l'ai vu faire 2 émissions où il félicitait les Warriors pour cette augmentation. Il n'y a pas du vent à vendre. S'il y avait du vent, on n'aurait dû pas présenter ces éléments à l'écrit. Appréciés tels même par les députés. Je les ai suivis dans revenir sur la question de 10 mois faire les 100%. Passim Bayo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes d'abord juriste et vous êtes le président de la COPOP, UDPS, une structure de l'UDPS. Il s'occupe de quoi pratiquement? On sent que
Populorum Progressio. Ça, Oui, c'est mais quoi? grosso modo, c'est une structure auxiliaire de l'UDPS qui l'accompagne de fond en comble dans son caractère politique existentiel. Je vous remercie d'être venu et très bonne soirée. C'est moi qui vous remercie et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. Merci, Passi Mbayo. Nous prenons Claudel Chikamba en second lieu pour rentrer au Parlement. Il est de ceux qui saluent également les performances et le pragmatisme du capitaine des Warriors. Voilà, on l'écoute d'abord. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Claudel Chikamba est avec nous. Monsieur Chikamba, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fabien Lumbala, et merci de nous avoir invités. Vous avez suivi la présentation en grande ligne du projet de loi des finances par Premier ministre Sama Lukonde. Un commentaire rapide du réalisme. Lorsque vous suivez également le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kabonda Kabonde, est-ce que vous sentez que le peuple, ses préoccupations font l'objet ou donnent des insomnies aux politiques? Ou le peuple, c'est une utopie? Et voilà, on est emballé comme on est emballé. D'abord, premièrement, je vous remercie encore une fois de plus pour l'invitation. Il ne faudrait pas qu'on oppose le premier vice-président de l'Assemblée nationale au Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Samba Lukonde Kyenge. Mais je voudrais beaucoup plus ici noter que, de part et d'autre, il y a un souci réel du redressement aussi bien de l'action de l'État que du social de la population. Donc, d'ores et déjà, je voudrais ici féliciter Monsieur le Premier ministre pour l'ambition affichée dans ce projet de budget, très ambitieux dans la mesure où nous partons des prévisions budgétaires qui étaient chiffrées pour l'année 2020 à 14 000 milliards de francs congolais, donc l'équivalent de plus ou moins 7 milliards de dollars américains, avec le taux de parité de 2000 francs pour 1 dollar américain, à plus ou moins 20 780 millions, donc 20 000 milliards de francs congolais, 780 millions. Et donc aujourd'hui, qui est l'équivalent, avec le même taux de parité de 2000 francs congolais pour 1 dollar américain, à plus ou moins 10 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de plus ou moins 41%. Et donc, dans une économie post-Covid, dans une économie d'un pays en guerre, dans une économie où le civisme fiscal n'est pas encore vraiment imprégné dans la population, dans une économie où le taux de croissance pour les pays de l'Afrique subsaharienne est relativement très faible, dans une économie où on a atteint, bien sûr, en 2020, le niveau avec les effets négatifs de la Covid-19, on a atteint le taux de croissance jusqu'à 0,5%. Et donc, cette année,
on sent que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, avec les prévisions, on sera autour de 4% à la fin de cette année, et à l'horizon fin 2022, on sera autour de 6%. Et donc, on note que vraiment, c'est de l'ambition envisagée. L'esprit même de la loi des finances pour 2022, c'est 5 redressements: redressement de la sécurité, redressement de l'administration publique, redressement de la justice, redressement du social de la population. Et donc, vous sentez que l'ambition est réellement affichée et que réellement, aujourd'hui, même ce que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a envisagé, vous allez le voir tout à l'heure, on va aborder la question sans tabou, eh bien, c'est une question qui est abordée effectivement dans le projet de budget. Alors, lorsque on sait que maintenant, le slogan, c'est le peuple d'abord. Exactement. Ensuite, les autres préoccupations. Exactement. Les institutions avalent beaucoup plus des moyens financiers. Les institutions, les avantages, pour leur sécurité, les déplacements. Bref, les institutions bouffent beaucoup plus. Est-ce que la proposition de Kabound à Kabound, est-ce qu'elle peut être prise en compte? Est-ce que vous voyez ces élus nationaux arriver jusqu'à un certain sacrifice dans un esprit au profit du peuple? Dans un esprit d'ouverture, d'abord, je voudrais parler du Premier ministre qui, quand je parlais de redressement de l'administration publique, vous avez là-dedans, c'est l'assainissement notamment du fichier des fonctionnaires de l'État. Ou dans l'assainissement du fichier des fonctionnaires de l'État, nous avons bien entendu notamment de réflexions qui sont faites dans le cadre des réformes. Quand le Premier ministre parle des réformes, c'est notamment les réformes dans le sens de dire est-ce que tel service est viable, est-ce qu'il n'est pas viable. C'est notamment la suppression de ces services qui dépendent en tout cas au moins de ses compétences. Et donc, l'esprit de dire qu'il faut réduire le train de vie des institutions est bel et bien là. Mais bien entendu, il faut dire que lorsque le premier vice-président... Les émoluments... Mais justement, lorsque le premier vice-président du Sénat, lorsque le premier vice-président de l'Assemblée nationale évoque la question, il faut dire que ses collègues sont aussi bien entendu un peu opposés à la question et donc le débat devra se faire d'abord entre eux. Lorsque Juvenal Mounoubo, dans la minute qui suit, dit que la réduction des salaires des députés ne peut pas être à l'ordre du jour aujourd'hui et que alors que la proposition de son collègue vaut peut-être son pesant d'or, il faut donc qu'on se dise que le débat doit être également sur la table. Mais il faut dire que le débat mérite quand même une certaine intention dans la mesure où, d'abord, le premier vice-président du Sénat, de l'Assemblée nationale, a abordé la question liée justement au fonctionnement des institutions. Le fonctionnement des institutions dont il a parlé, le montant global, c'est 2000 milliards de francs congolais. Et de 2000 milliards de francs congolais sont essentiellement répartis sur 4 rubriques. La première rubrique, c'est les fonctionnements purement des institutions. Il y a les fonctionnements des ministères. Il y a la question des subventions aux entités territoriales, aux entités déconcentrées. Et il y a les charges communes. Et lorsqu'on entre en profondeur sur la question, on sent qu'il y a le souci du Premier ministre dans la mesure où, lorsqu'on parle de subventions aux entités déconcentrées, ce sont les territoires qui, à la base, n'ont pas de recettes à percevoir et n'ont pas de taxes à percevoir. Est-ce que les 1 million affectés au développement à la base, notamment des 145 territoires du pays, est-ce que c'est... quand je fais 1 million fois 145 territoires, ça va faire 145 millions de dollars. Est-ce que ça entre en compte dans le cadre de ce budget? Il faut d'abord noter justement qu'en parlant des territoires, n'est-ce pas, vous avez, en dehors de ce que vous dites, la construction de 145 tribunaux de paix pour les 145 territoires. L'électrification par énergie solaire pour les 145... C'est une priorité. Mais justement, c'est une tribunaux de paix. Mais justement, c'est lorsque l'administration au niveau de la justice n'est pas vraiment n'est pas efficace, on dit qu'il y a absence de l'autorité de l'État. Mais le ventre, est-ce que vous savez le ventre du peuple aussi. Est-ce que nous devons nous réduire l'eau des qualités? Est-ce que nous devons nous réduire essentiellement au ventre? Qui ne sera plus à la base des maladies hydriques. La lumière dans la maison de chaque villageois ou chaque Congolais. Mais je voulais parler du projet de l'électrification par l'énergie solaire. Les soins médicaux, est-ce qu'on ne peut pas privilégier d'autres secteurs au lieu, par exemple, de faire ce qu'on a fait il y a quelques années, la construction des stades municipaux à la place des bibliothèques communales? Ces stades municipaux aujourd'hui n'apportent rien. Même les enfants
ne s'y entraînent même pas. Alors, est-ce qu'on ne peut pas prioriser certains secteurs au détriment d'autres? On dit on a moins de moyens, privilégions tel ou tel secteur. Comme l'armée par exemple. Amener les enfants à envier les militaires, leur vie, et rejoindre les rangs de l'armée, passant par les écoles de formation. Ok, si je peux aborder la question. Par rapport à l'électricité dans les milieux ruraux, je vous parlais tout à l'heure là des territoires avec un projet, pas un projet, donc en fait c'est écrit noir sur blanc dans le projet de loi des finances 2022, l'électrification par énergie solaire dans les territoires, la construction des bureaux administratifs. Et ce n'est pas que de chiffres, le Premier ministre a commencé à les démontrer à travers notamment des travaux qui ont été lancés. Je suis passé plusieurs fois sur vos plateaux, notamment pour dire que dans Akwango, ici à côté, à Kienge, on a lancé des travaux. À Bukangalonzo, on a lancé des travaux notamment avec le projet d'adduction d'eau potable pour la mission de Bukangalonzo. À Songololo, dans les territoires de Songolo portant le même nom, dans la province du Congo central, les projets de construction, aussi bien du bureau administratif que d'autres projets à intérêt communautaire, ont été lancés. Et maintenant, pour revenir sur les questions que vous avez évoquées, pour les militaires, est-ce que ce programme à la base, ce programme de développement à la base, au lieu que le sommet puisse le piloter, est-ce que ça ne peut pas être piloté de la base? Mais la dotation de 100 000 $ par mois à chaque territoire, c'est pour que ça soit géré par l'administrateur du territoire qui aujourd'hui est privé des moyens. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, il n'a pas de personnalité juridique et il n'a pas de source de revenus autre que la dotation qui lui vient du gouvernement central. J'étais en train de dire tout simplement une chose importante pour les militaires. Pour les militaires, lorsque vous lisez le projet de loi de finances exercice 2022, vous avez la prévision de construction des casernes, notamment à Kitona, notamment à Kamina. C'est l'amélioration du cadre de vie des militaires. Ça ne veut pas dire que ce sont les civils qui vont habiter ces casernes. Et donc, il faudrait pénétrer la loi des finances exercice 2022, il faudrait la lire en profondeur pour comprendre la quintessence et comprendre que l'ambition est bel et bien affichée et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le discours du Premier ministre d'un cadre général qui consiste à dire nous venons d'où et nous sommes où et nous allons où exactement. Vous avez raison. Alors, vous avez apparemment suffisamment d'arguments. On trouvera un autre cadre pour le faire. Merci pour ce soir. Volontiers. Claudel Chikamba, juriste, mais il est analyste politique. Il préfère bien garder, être sans couleur, mais très, très proche de l'homme de l'hôtel du gouvernement. Bonsoir chez vous. Le journal après, sur Télé 50, avec le même plaisir.